Merci Xavier. Allez, c'est parti. Ça, on démarre, on va essayer de tenir le rythme. Bienvenue au workshop IQ. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la partie, effectivement, la sauvegarde des environnements SaaS et puis parler en même temps, on va faire une aparté sur la partie des directives autour de DORA, de NIS 2, comment on peut voir les choses. Euh, donc, le principe, déjà, c'est qui nous sommes. Toc, alors attends, je suis pas au bon endroit, comme par hasard. Yep. Donc IQ est une société américaine. On a la particularité d'avoir notre centre de développement qui est en Europe. Pour être plus précis, en Slovénie, c'est là où sont 80% de nos équipes, nos ingénieurs. On est détenu par des fonds d'investissement, purs financiers comme Ben ou Acro Capital, et des investisseurs technologiques comme Atlassian, Cisco, Okta ont mis de l'argent avec nous pour permettre à IQ d'évoluer en fait dans ce côté un peu visionnaire en fait sur le marché. Les points importants à noter, et c'est valide depuis le début qu'on est présent, c'est un NPS score élevé, c'est-à-dire une qualité de support à plus de 90. Ça, c'est les points importants pour nous. Et deuxième point, c'est conserver le côté simplicité au niveau de nos produits. Ça, c'est les points qu'on va retrouver à chaque fois côté IQ. Donc, on est maintenant présent au niveau du Gartner depuis 2 ans, dans la case visionnaire, ce qui est très bien, ce qui nous va très bien. C'est pourquoi visionnaire? Euh, Parce que globalement, quand on regarde bien, en fait, IQ, à chaque fois, s'intéresse à des solutions où il y a peut-être un petit manque sur le marché. Alors, quand je dis manque sur le marché, si je prends notre petite histoire, on a démarré, pour ceux qui ne nous connaissent pas, sur les environnements Nutanix. Pourquoi Nutanix? Parce que Nutanix lance son AHV. Personne ne veut sauvegarder leur AHV. Et nous, on va couvrir en fait l'ensemble de leurs fonctionnalités, on va répondre à leurs besoins. Ils vont l'utiliser aussi en propre pour leur data center. Et ça permet aujourd'hui encore, après 6 ans, d'avoir une solution complètement fonctionnelle et qui va couvrir l'ensemble en fait de leurs fonctionnalités. Ça, c'est la richesse d'IQ. Puis après, on est tendu sur la partie VMware. Google, le deuxième étape de côté visionnaire, c'est de la même façon. On discutait avec des clients qui faisaient des move to cloud, qui avaient investi lourdement dans GCP. Mais à chaque fois qu'on discutait avec eux, en fait, ils faisaient des scripts pour gérer le backup. Donc, par rapport à ça, de la même façon, on a créé une solution pour répondre aux besoins des gens qui avaient mis des VM, des Kubernetes, des buckets dans GCP, dans leur environnement, pour leur permettre justement d'avoir une solution simple et facile et qui backup leur environnement. Donc ça, c'est plutôt un succès. Le retour a été reconnu et naturellement, bon, on a fait la même chose pour Azure, AWS, qui permet aujourd'hui d'avoir une vraie solution multi-cloud pour couvrir ces environnements-là. Puis après, enfin, on arrive au monde du SaaS. Alors le SaaS, le classique, 365, on l'a abordé à l'origine dans un modèle où on disait, voilà, il y a déjà des solutions qui existent sur le marché, mais souvent, en fait, ce qu'on entendait, c'est que les gens passaient beaucoup de temps sur le côté volumétrie, comment ça allait évoluer demain, etc. Et donc, nous, on a eu une vision d'une approche clé en main, mais tout en constatant quand même qu'aujourd'hui, 80% des outils Microsoft 365 n'étaient pas backupés. Donc, il y avait un vrai sujet quand même sur le marché. Et donc, naturellement, bah, on a répondu à la demande sur Google Workspace, et puis en même temps, on a commencé à réfléchir, à répondre à une problématique de comment gérer en fait les différentes applications. Ça, dont je reviendrai un peu plus tard après derrière. Donc, en termes de nouveautés pour ceux qui veulent un peu de news côté IQ, euh, on a intégré récemment la partie DD Boost complètement pour la partie data domain côté Dell, pour ceux qui travaillent avec ce genre de produit. On a intégré la partie NDB côté Nutanix. On intègre maintenant complètement la partie support du S3 et en mode repository. On intègre complètement les targets d'Azure, de Nutanix Objet. On a créé encore plein de nouveaux modules et on va les voir après autour des produits Atlassian. Et on voit qu'aujourd'hui, pour la partie francophone et donc pour la partie française, on a de plus en plus d'intégration forte avec toute la team OVH en tant que service provider. Alors, je voulais faire, alors désolé si ça paraît un peu décousu, parce que je voulais intégrer en fait quelque chose autour de Dora en fait, parce que c'est important pour nous qu'on voit comment aujourd'hui en fait il y a de plus en plus de cybercriminalité. Je crois que c'est 200 milliards aujourd'hui qui sont estimés autour de ça. Alors il y a plein de choses qui se passent. En général, quand on pense cybersécurité, on pense surtout aux États-Unis. C'est quand même un grand classique. Mais pourtant, sur ce coup-là, entre guillemets,
au terrorisme de cyber, on va dire, puisque c'est de l'IT, bon, on se rend compte que bah, l'Europe, cette fois-ci, n'est pas en retard, puisqu'on a commencé à créer des normes, on a commencé à créer des directives, des règlements afin d'assurer et de protéger nos infrastructures critiques, nos institutions financières à l'énergie, en passant par l'énergie nucléaire. Bref, tout ça pour avoir des vraies directives, sûrement même plus intenses par rapport à ça. Donc, autour de cette législation, c'est important de, bah, quand même de comprendre les bases par rapport à cette partie-là. Donc, pour que tout le monde ait un vrai point de vue hein, par rapport à ça, donc il y a la directive 10.2, législation européenne en matière de cybersécurité, qui va s'adresser avec des mesures légales pour renforcer le niveau de cybersécurité en Europe. Ça, c'est le premier point. Et on va déterminer des secteurs qui sont l'énergie, la banque, les administrations publiques, qui vont faire partie des 27 membres de l'Union européenne et qui doivent intégrer en fait ces directives NIS 2 d'ici octobre 2024. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais ce qu'on peut constater par rapport à ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire en fait. Donc ça, c'est le premier point. Heu, le deuxième point, effectivement, au-delà de de ces articles, hein, c'est qu'il y a il y a la partie DORA, voilà. Donc le règlement, en fait, sur la résilience opérationnelle numérique, hein, la réglementation européenne qui crée cette fois-ci un cadre, cette fois-ci contraignant, hein, et complet de la gestion du risque lié aux technologies de l'information, et de la communication. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement en place. Et si vous êtes dans ce secteur ou si vous fournissez à ce secteur, en fait, bah, vous êtes complètement, concerné et le calendrier, cette fois-ci, est fixé au 17 janvier 2025, en fait, pour, ben, mettre en place, en fait, la législation autour de DORA. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? On va le voir juste après, en fait. Mais déjà, les conséquences et les parce que c'est important, hein, pour se donner un peu de perspective, il y a quand même quelques changements fondamentaux, en fait, par rapport à ce qu'on pouvait voir par le passé avec certaines directive, c'est qu'il y a une vraie prise de responsabilité, de conséquences financières, de responsabilité personnelle par rapport aux équipes qui doivent mettre ça en place et heu et donc c'est pas seulement, des sanctions, financières, effectivement civiles pour les organisations. Maintenant, responsabilité personnelle, personnelle pour les dirigeants, pour les membres du conseil d'administration, pour les organisations qui ne respectent pas, les normes, de cette loi européenne, voilà. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience et globalement, de vous permettre d'avoir cette vision-là par rapport à ces différents articles. Donc il y a différents points qu'on peut citer. Christophe, tu veux peut-être rentrer dans le détail des différents points qu'on peut retrouver là-dessus? Bah, ce qui est assez important, et nous, on a vraiment focusé sur les deux zones en vert. Merci Xavier de poser la question. C'est aujourd'hui, où Oui. est-ce qu'on peut agir? Sur la partie DORA/NIS 2, on va vous demander, surtout déjà dans un premier temps, d'avoir un inventaire de vos ICT. Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'ai une carte applicative de mes différents systèmes, aussi bien on-prem que cloud? Est-ce que je les ai identifiés? Est-ce que je les ai classifiés par niveau de criticité? L'interdépendance, alors bien souvent, c'est pas quelque chose qu'on va penser à designer, hein, mais cette interdépendance, donc dire, moi j'ai ceci, j'ai cela, et puis bah, de la documentation, donc documenter vos services. Donc nous, on va pouvoir vous répondre, et vous avez des outils qui même peuvent vous aider à faire ça, hein, sur typiquement la documentation, on va vous inciter très, très largement à le faire dans des outils comme Jira et autres. Et derrière, la deuxième chose qui est très importante, où c'est vraiment notre cœur de métier, bah, c'est la protection de vos données. Donc, vous devez avoir la protection de ces données. Cette protection doit être faite en accord avec le niveau de criticité. C'est pour ça qu'on parle de backup politique. Donc, aussi bien avoir des politiques pour des environnements de prod que pour des environnements de dev qui vont être différents. Cette capacité à pouvoir restaurer la donnée, parce que c'est bien de pouvoir la protéger, hein. On entend souvent ça. Oui, mais moi, je protège déjà ma donnée. J'ai déjà un script qui me permet d'exporter. Oui, mais en termes de restauration, qu'est-ce que vous avez de disponible? Et également, il y a des questions sur la partie stockage, où la donnée est. Dans Dora, on en parlera un peu après, il y a vraiment des choses qui sont claires sur où la donnée est stockée, bien que le partenaire que vous allez utiliser, lui, euh, soit conforme aux exigences Dora, soit conforme à de l'ISO 27001, il n'empêche que vous devez aussi être conforme. Ce n'est pas parce que le data center qui héberge votre donnée
et 100% parfait que vous ne devez pas vous protéger votre donnée en plus, parce que le data center ne porte aucune responsabilité dessus. Et le dernier point, ça va être la résilience et le testing. Vous devez pouvoir faire des tests de restauration. Vous devez prouver que vous faites des tests de restauration sur vos différents environnements. Et donc, voilà, vous avez un ensemble de cases qu'aujourd'hui vous avez besoin de couvrir, que c'est quelque chose que vous gérez sûrement très, très, très bien dans un environnement on-premise, mais que pourtant il faut savoir prendre en compte pour un environnement SaaS. Et si on continue un petit peu sur cette vision, comme je le disais, bah, on-premise, vous le gérez très bien, c'est l'image du château fort. C'est moi qui ai construit ma forteresse, j'ai mis mes tours, j'ai mis tout ce qu'il faut pour pouvoir protéger. Donc, aucun attaquant ne pourra venir de l'extérieur parce que je sais qu'il y a seulement qu'une seule porte d'entrée et que cette porte d'entrée est très, très bien protégée. Par contre, aujourd'hui, on a basculé dans un monde un peu plus éclaté, si je peux me permettre, où vous avez des services un peu partout sur la planète, que vous n'avez pas le contrôle sur ces services. On vous donne des fenêtres pour accéder à ces services, mais ces services dépendent de plusieurs fenêtres d'accès, de plusieurs points de contrôle. Et donc, l'action, c'est comment est-ce que vous pouvez protéger au minimum votre donnée. Vous ne pouvez pas protéger un data center de Google, vous ne pouvez pas protéger les data centers AWS où tournent les environnements Atlassian. Par contre, vous pouvez protéger votre donnée. Donc ça, au moins, c'est quelque chose qui vous appartient et vous devez le mettre sous contrôle. Donc, comment on fait ça aujourd'hui et comment est-ce qu'on y répond? Bah, Mm. c'est ça qu'on va essayer de vous expliquer. Ouais, c'est intéressant, Christophe, effectivement, ce côté, cette vision d'approche qui était avant une approche vraiment très tournée, facile, on va dire, à gérer, parce qu'on n'avait qu'un seul point à protéger. Aujourd'hui, des attaques potentiellement qui peuvent venir de partout. Et ce qui va être intéressant, c'est d'être capable justement de cartographier, en fait, afin de construire justement ce système et de ne pas rester seulement sur un bout de l'iceberg. Heu, Parce que globalement, ce qu'on peut dire en fait, c'est quand prenons l'exemple d'un Atlassian, il y a la visibilité du cloud, mais en fait, il y a tous les produits qui vont être derrière en fait et que c'est pas un seul produit, une seule solution qui va être là-dedans, mais que globalement, sachant qu'on est dans le cloud, il y a tous les services liés aussi à AWS qui peuvent être là-dedans de la même façon. Je pense que c'est ça ce qu'on peut rajouter par rapport à ça. Tu rajoutes un autre point? Non, je pense Non, qu'on est je bien, suis plutôt d'accord avec en toi sur ce phase. côté face visible de l'iceberg. On se concentre sur ce qui est visible et on oublie souvent Mmh. tout ce qui est derrière. Ouais, tout à fait. Alors, la vraie question, et on en parlait tout à l'heure avec un partenaire juste avant, c'est, mais OK, mais qu'est-ce que fait Atlassian, en fait? Puisque globalement, on se dit que l'application Atlassian s'occupe du système, de sécurité de mon niveau de mon système, s'assure, qu'il récupère les pannes, qui sont responsables de quoi? De la haute disponibilité. Alors ça, c'est vrai, tout ça, la haute disponibilité, les 99,99, on en est bien tous d'accord, c'est important, hein. Ça, c'est ce qu'ils vont fournir. Alors, vous les connaissiez peut-être dans un monde d'Atlassian pour data center. Maintenant, par exemple, je prends l'exemple d'Atlassian, vous basculez avec eux dans le monde du cloud. Mais à ce moment-là, la vraie question, c'est qui est responsable justement de la sauvegarde de vos données? Et bah, en fait, c'est vous. C'est vous qui êtes responsable de créer des sauvegardes de vos données, et c'est écrit noir sur blanc dans le Share Responsibility Model que vous signez avec cet éditeur. Mais c'est qu'un exemple, parce que les autres éditeurs, nous on a pris l'exemple d'Atlassian aujourd'hui, sont dans le même sujet. Mais on est également, vous êtes de la même façon responsable d'un point de vue conformité sécurité, dans le sens que c'est aussi de votre responsabilité de vous assurer que la plateforme répond aux besoins de conformité, de protéger, l'ensemble, de vos terminaux grâce à des bonnes pratiques de sécurité. Alors, tu aimes bien donner un exemple avec un garage parce que tu aimes bien dans le monde du garage, Christophe, je te le laisse donner si tu veux. Bah, l'histoire du garage, c'est un petit peu la même chose. Donc aujourd'hui, vous allez sur un parking. Quand vous arrivez sur ce parking, vous allez garer votre voiture. Vous allez avoir un agent de sécurité qui va être en charge de s'assurer qu'il n'y a pas de bêtises qui se passent sur le parking. Cependant, vous avez quand même votre responsabilité. C'est la même chose. Donc, ma première responsabilité, c'est de m'assurer que les portes de ma voiture sont fermées. Ma deuxième responsabilité, ça va être de ne pas laisser mon PC portable sur le siège passager. Et en fin de compte, on se rend compte que chacun a sa part de responsabilité, son niveau de protection à apporter pour s'assurer que tout le monde termine bien sa journée. Donc Qu'est-ce les qui se éditeurs passe? SaaS, Je vais te vous- poser une question, qu'est-ce qui se passe si je laisse ma fenêtre ouverte? si tu laisses ta fenêtre ouverte, potentiellement, pour moi, c'est une invitation à rentrer. Ça peut être considéré comme une invitation à rentrer.
Et donc, bah, le parking est comme ton assurance. Ton assurance va te dire, mais attendez, il y a pas eu d'effraction. Expliquez-nous comment la personne s'est servie. Et on voit que ça devient tout de suite compliqué. Aujourd'hui, de toute façon, les assurances, dans la vie de tous les jours, la première des questions, c'est, mais elle est où l'effraction? Ah, vous avez laissé vos clés sur la porte. Mm. Ah, c'est un peu de votre faute, hein. Vous n'avez pas lu la petite étoile en bas. Voilà. Et, et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, le monde du cloud, ce n'est rien de moins ou de plus, je dirais, que ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Vous avez des petites étoiles. Ces petites étoiles, c'est le Shared Responsibility Model qui disent, nous, on est responsable de l'infrastructure qu'on te met à disposition. Par contre, si ça tombe, c'est toi, c'est ta responsabilité. Tu te fais attaquer, c'est ta responsabilité. Tu avais qu'à avoir une meilleure politique de mot de passe. C'est pas nous qui t'avons créé tes accès pour tes utilisateurs. C'est pas nous qui avons mis ta donnée en mode public sur Internet. C'est pas nous qui avons fait ci. C'est pas nous. Voilà. Et ce qui est important de rappeler, hein, c'est que bien souvent, le problème vient de l'intérieur. On le voit, c'est souvent quelqu'un qui a fait une bêtise, qui a utilisé le même compte d'admin sur sa plateforme SaaS que son compte qu'il utilise sur Facebook en privé ou des choses comme ça. Et bah, facile, on arrive à récupérer un mot de passe à gauche, on arrive à le récupérer à droite, et ainsi de suite. Tout à fait. Mais c'est important de bien se rendre compte de ces responsabilités qui nous incombent à nous, hein, par rapport à Mm. la protection en fait de nos environnements. Et aujourd'hui, effectivement, si on revient sur la partie des exigences de DORA, hein, parce que c'est important de voir aujourd'hui ça. Je dirais qu'il y a des choses qui nous paraissent logiques à nous tous, hein, mais c'est important de voir les exigences exactes, en partie celles qui sont relativement nouvelles, parce que ça aura un impact, on aura un impact sur le cloud lié à ça, sur un impact sur nos applications SaaS. Et l'idée, c'est de vous montrer comment, en fait, aujourd'hui, ben, ces règles, en fait, sont basées sur des régulations, sur des articles, et c'est important, je pense, de s'y connaître. Alors nous, ce qu'on a voulu faire, hein, parce on n'est pas justement des spécialistes juridiques, mais malgré tout, on a quand même regardé les articles potentiellement qui étaient importants pour nous tous, voilà. Pour voir justement quels sont les articles, quelle est la solution en fait par rapport aux exigences DORA qui ont des points importants. Alors le premier point, hein, c'est l'article 11 en fait, hein, qui parle justement ben, cette capacité en fait la je dirais en matière de récupération, en matière de restauration, hein, et de l'ensemble en fait de ces différents, applications, on va appeler ça des applications SaaS, des ITC si on voulait, on va dire en anglais, mais enfin en gros c'est tous les devices qui sont connectés, hein, voilà. Tout se reporte à un moment donné à se dire qu'on doit respecter en fait, les procédures établies en accordance avec l'article 12. Voilà. Donc Mm. moi je suis pas spécialiste, hein, mais malgré tout, je me dis que globalement l'article 11 reporte à dire que globalement c'est important de respecter l'article 12. Donc ce que je vous propose, parce qu'on va aller juste regarder ce que dit en fait ce fameux article 12, hein, et aujourd'hui, en fait, l'article 12 signifie la vas-y Christophe? Ouais, cet article il reprend un petit peu ce qu'on disait en introduction. Il dit que, bah, petit 1, conformément à l'article 11, c'est marrant parce que ça se marre, vous devez lister l'ensemble de vos assets. Donc, c'est ce que dit indirectement la première ligne. Et par rapport à ces assets-là, vous devez être capable de répondre à une interruption de service, quelle qu'elle soit, et donc avec une gestion du risque. Cette gestion du risque, vous devez l'avoir avec une gestion des backups, avec des procédures en place par rapport à chaque scope avec un besoin de backup à une fréquence minimum en fonction de la criticité. Donc on arrive à dire, mon inventaire, je l'ai classifié en niveau criticité basse, criticité moyenne, criticité haute. Par rapport à ça, j'ai mis des politiques de sauvegarde en fonction. Typiquement, je ne vais pas sauvegarder à la même fréquence mon Notion que mon Jira, que mon Trello. Donc ça va vraiment Mmh, varier par rapport aussi au niveau de criticité, au niveau de données qui changent, on le sait. Et ce qui est important, le point B, c'est de la restauration et du recovery. Donc si vous devez répondre à ces questions, la première des choses, c'est regarder bien l'article 11 et l'article 12. L'article 11 qui est mmh, plus basé sur l'inventaire et l'article 12 sur comment répondre en termes de backup. Et donc ça, il faut pouvoir le traquer. tout à Donc, fait. Mais également dans l'article 12, hein, ils le disent, hein, noir sur blanc et on peut le relire, hein, c'est qu'ils veulent séparer les sauvegardes, de la source, hein, ce qu'on appelle ouais, communément le ça, 3-2-1, dans le monde ouais, ça c'est quelque chose qui est super employé. important parce que souvent ce qu'on va entendre, c'est
Oui, mais moi, ce que me propose mon éditeur, vous me dites que c'est pas du backup. Cependant, mon éditeur me propose d'avoir un dump tous les 2 jours sur la plateforme. Mon éditeur me dit qu'il a une corbeille. Mon éditeur me dit. Mm. Et ben, dans l'article 12, effectivement, comme tu le dis, Xavier, il explique bien quoi. Il faut séparer l'environnement de production de l'environnement de backup. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant. Je pense que ça soit rappelé par cet article-là, et moi, j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais eu besoin de préciser dans un environnement on-premise. Typiquement, j'ai un environnement VMware, je ne vais pas m'amuser à stocker mes backups de VMware sur ma baie de stockage où j'ai mes VM de production. Parce que je suis conscient que si ma baie de production tombe, je perds mes VM et je perds mes backups. Donc c'est quelque chose que je ne vais jamais faire dans un environnement on-premise, stocker les backups sur la prod. Par contre, dans un environnement cloud, ça nous dérange moins, comme le fait d'utiliser des snapshots pour protéger vos VM qui seraient chez AWS, Google et Azure. Bah, c'est le même problématique, hein. Si vous détruisez la VM, vous allez détruire le snapshot. Et l'article 12, au travers de ce rappel de la règle du 3-2-1, parce que c'est clairement ce que ça voulait dire, hein, le Mm. dernier item, c'est vous devez séparer la prod du backup. Rappelez-vous que le SaaS n'est pas plus sécure que l'environnement on-prem, donc séparez vos données. Donc, si vous êtes intéressé, ce qu'on partagera avec vous, hein, c'est qu'on a récupéré bien sûr sur l'ensemble de ces règles-là, les bons usages. On pourra les partager avec vous si vous êtes intéressé. On vous communiquera par rapport à tout ça. Voilà, c'était une première idée. C'est, comme vous l'avez compris, l'important, c'était de partager avec vous que globalement, je pense que c'est quand même important de se poser la question, est-ce qu'on est concerné? Alors, c'est la vraie question qu'on va se poser, et c'est pour ça qu'on voulait aborder l'histoire du monde du SaaS, hein. Je disais tout à l'heure comment nous, on est arrivé là-dessus. On est arrivé là-dessus pourquoi? Parce que globalement, maintenant, si on fait les statistiques dans le monde du SaaS, ce qui nous concerne tous, hein, c'est que les études qui ont été faites, alors celle-là de 2022, mais je pense qu'elle doit être encore assez juste, hein, c'est que les trois quarts des applications critiques, des données critiques ne sont pas protégées. Alors là, de la même façon, c'est un peu comme tout à l'heure l'histoire du château, mais l'histoire du château, il y a 20 ans, c'est de la même façon que ce slide-là qui montre l'évolution, en fait. C'est qu'on n'est pas arrivé du château à la map monde. On a pris le temps d'aller d'année en année, on a vu l'intégration tout doucement des premières applications SaaS qui sont arrivées chez nous. Mais malgré tout, aujourd'hui, effectivement, on a une vision complète, qu'aujourd'hui, il y en a plus de 200 des applications SaaS en moyenne qui sont annoncées, et qu'effectivement, la vraie question à se poser, c'est qui doit assumer effectivement le backup de ces données. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple d'Atlassian, bah, tous sont identiques. Ça veut dire que les applications SaaS en général, leur chère responsabilité net dit la même chose chez GitHub, chez Zendesk, chez Okta, chez les autres. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc par rapport à ça, IQ, comment on va vous répondre à ces environnements-là? C'est avec une approche justement d'un peu d'un Apple Store. En fait, l'idée c'est quoi? C'est de vous dire, bah voilà, des applications SaaS, comme vous le savez, il y en a beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il y en a pas loin de 20 000 aujourd'hui, donc c'est énorme. Je ne pense pas qu'une société est capable de couvrir les 20 000 applications SaaS. Donc, on va trouver quelques modes silos de certaines entreprises. Bah, nous, l'idée qu'on a eue, c'est de dire, bah, voilà, on va créer une plateforme, un peu comme l'esprit d'Apple Store, où tout le monde va pouvoir venir co-développer avec nous. Je suis éditeur, je suis développeur spécialisé sur une solution, je vais venir bosser avec IQ pour être capable de sortir une application en s'appuyant bien sûr sur les plugins et sur l'outil IQ. Alors le principe, il va être assez simple, hein, c'est que globalement, chacun vient avec son intelligence, l'intelligence de son application, ses mots-clés, parce que si je parle Confluence, si je parle Salesforce, si je parle ClickUp, j'ai pas les mêmes mots-clés, j'ai pas les mêmes critères à restaurer, j'ai pas les mêmes environnements à sauvegarder. J'ai pas les mêmes contraintes non plus également. Donc chacun vient avec ses critères en mode API, vont pouvoir s'intégrer complètement avec la plateforme IQ. Et à la sortie de ça, bah, on va permettre dans le Air Cloud, on va dire, protégé côté client, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des solutions packagées clés en main pour Okta, pour Jira, pour ClickUp et pour les autres. Donc aujourd'hui, on a bien, bien accéléré, hein, parce que cette idée, ce concept qu'on a eu il y a un peu plus d'un an maintenant, bah, aujourd'hui, il y a environ une soixantaine d'applications SaaS qui sont couvertes sur le marché, applications, des services dans le cloud, et tout ça, vous allez le retrouver dans la même plateforme et avec la même simplicité. Ce qui va être intéressant pour l'ensemble des équipes, c'est que, pour moi, ça me paraît important, c'est qu'on on n'est pas un expert de tout. C'est impossible et je ne suis pas sûr qu'il y en ait une personne dans la pièce aujourd'hui qui maîtrise aussi bien GitLab que Salesforce que Bitbucket. Mais par contre, vous n'allez pas avoir 10 administrateurs de backup différents, quoi.
Donc, c'est important, c'est que ça soit simple et facile à manager, mais le tout dans une console unique et pas justement en mode silo. Donc ça, c'est l'approche qu'on va voir. Et si je reprends l'exemple qu'on avait aujourd'hui avec les produits, par exemple, d'Atlassian, bah, vous allez retrouver en fait comme un catalogue, une marketplace dans IQ, et vous allez pouvoir choisir en fait et configurer en fait les produits qui vous intéressent, parce que peut-être que tout ne sera pas critique pour vous. L'autre point qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir restaurer par rapport à des critères et des mots-clés. C'est-à-dire qu'effectivement, dans Confluent, je vais restaurer des espaces, alors que ben, dans Jira, je vais m'intéresser plutôt à sauvegarder et restaurer des épiques. Voilà, on voit bien qu'on n'a pas des mêmes mots-clés. Pourtant, c'est les mêmes produits et c'est le même éditeur. Donc là, l'idée, c'est qu'à chaque solution, on va retrouver les fonctionnalités qui sont propres à chacun, de vous laisser la possibilité justement de sauvegarder dans vos environnements pour avoir justement la capacité de définir où sont vos buckets, où sont votre repository en fonction du pays dans lequel vous travaillez et vous allez pouvoir choisir le S3 qui vous intéresse par rapport à ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va le retrouver aussi bien dans l'environnement de Jira, donc des produits Atlassian. On a pris comme autre exemple la partie Okta, mais Okta, c'est pareil. Là, on sélectionne, voilà, j'ai fait un filtre sur Okta. J'ai que 2 produits aujourd'hui dans le catalogue IQ, mais par contre, les mots-clés sont complètement différents. Si je sauvegarde en fait du WIC que du SIC, c'est pas les mêmes éléments que je vais restaurer par rapport à ça. Et pourtant, Okta, on voit bien que c'est le point d'entrée dans notre système d'information aujourd'hui. Pour ceux qui ont un système MFA comme ça, au niveau sécure. Par contre, effectivement, si j'ai 20 000 ou 1 million de configurations clients. Si ça tombe, s'il y a une erreur humaine ou attaque, de temps je mets pour restaurer les millions de clients en fait? Combien de temps je mets pour leur redonner leur configuration? Et qu'ils puissent de nouveau continuer à commander chez moi ou regarder leur télé, et cetera, et cetera. Donc ça va être la richesse d'IQ, c'est d'être capable de pouvoir restaurer, la V1 version juste avant, préalablement, et pouvoir redémarrer simplement et facilement. Et le dernier point, c'est effectivement cette vision de Airgraph qu'on appelle nous chez nous, c'est cette capacité de visualiser les applications SaaS que vous avez chez vous. Et ce qui est important, hein, c'est de découvrir, je suis Okta, je vais découvrir mes différentes applications qui tournent en fait dans mon système. Donc voilà, ça c'est ce que moi je voulais vous présenter sur cette partie-là. On peut re-rentrer bien sûr avec vous dans vos différents projets. Euh, je vais laisser Christophe vous montrer la solution. Ça vous résume un peu les différents environnements qu'on peut voir, hein, mais vous voyez qu'aujourd'hui, IQ a beaucoup évolué. Vous avez la capacité de manager grâce à Airgraph cette visualisation, de pouvoir sauvegarder vos infrastructures dans un mode multi-cloud et surtout vous accompagner dans vos projets multisas de demain. Je pense que c'est vraiment une richesse. On est vraiment innovant là-dessus. Puis on sera à votre écoute derrière. Alors, ce que je fais, je vais stopper mon partage. Et Christophe, je vais te laisser prendre la main pour montrer à quoi ça ressemble techniquement la solution. Parce que j'ai parlé de beaucoup de simplicité, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est Hop, qu'un tu mets la leurre? pression. Hein, je dis ça. Je dis rien. Hein. Donc, donc, merci. Normalement, vous devriez voir mon écran maintenant. Oui, Donc, en je vois tout, effet, Christophe. on a une plateforme SaaS. Cette plateforme, elle s'appelle protégé.iq.com. C'est une plateforme au travers de laquelle vous pouvez vous demander très simplement à tester nos produits. Et quand vous devenez client, c'est également la même plateforme que vous allez utiliser. Cette plateforme, vous allez avoir différentes méthodes d'authentification, soit avec un compte local, soit avec une source d'authentification externe, type Okta, Google, Microsoft ou autre. Et donc, on va s'authentifier dessus. Et une fois qu'on est authentifié, on va pouvoir retrouver son environnement. La première des choses qu'on va vous demander, hein, la fois où vous allez vous connecter sur IQ, on va vous demander si vous avez un IDP, type Okta ou Entra ID, et bientôt de nouveau. Et si c'est le cas, on va vous demander juste une clé API et on va être capable de scanner votre environnement et de vous dire, voilà, on voit que tu as du Cloud SQL, on voit que tu as du Compute Engine, on voit que tu as du RDS, du BigQuery et différents services. On va faire un scan de toutes les applications qui dépendent de votre IDP. Une fois qu'on a fait ça, c'est vous qui allez pouvoir décider de ce que vous souhaitez protéger ou pas avec IQ, très simplement. Sinon, vous pouvez également passer par la marketplace d'IQ. Donc la marketplace d'IQ, c'est ici que vous allez retrouver l'ensemble des produits qu'on met à disposition. Donc c'est une plateforme qui est en mode CI/CD, hein, je le précise. Donc on sort des applications en mode continu, vous n'avez aucune action à faire.
Juste venir sur la marketplace et puis dire, ah bah voilà, cet icône, il n'était pas là il y a encore 2 jours, je vois qu'il vient d'apparaître. Et puis il y en aura peut-être un autre 3 jours après. Si l'application que vous souhaitez protéger, elle n'existe pas, bah, il suffit de faire un request application support. Vous dites, moi, j'aimerais bien protéger Zoom, hein, par exemple. Chez nous, c'est enregistré, ça monte dans les statistiques et du coup, bah, au bout d'un moment, on va se dire, on a quand même pas mal de personnes qui souhaiteraient protéger Zoom, bah, pourquoi pas le développer? C'est clairement aujourd'hui ce qui drive la demande chez IQ et le développement, ça va être plutôt ça va être la demande. Donc, imaginons que je souhaite protéger mon application, bah, mon application elle va apparaître ici. Je vais pouvoir sélectionner l'application que je veux protéger. Donc, on va pouvoir protéger bah, soit nos environnements Atlassian, comme on disait, nos environnements Azure, Google, Amazon, nos environnements GitHub et GitLab. Moi, ce que j'entends souvent, c'est on n'a pas besoin de protéger. De toute façon, on a tout mis dans GitHub, on a tout mis dans GitLab, dans Bitbucket. Alors, pourquoi je protégerais? Parce que ce qui est important pour ma société, c'est dans GitHub ou dans GitLab. Bah, ça veut dire qu'il faut protéger le GitHub, c'est-à-dire qu'il faut protéger le GitLab. Pareil, Notion. Notion, c'est quelque chose qui est à la mode, qui est en train de pousser dans pas mal de sociétés. Il faut protéger Notion. Si on met des données critiques, on commence à trouver des données critiques dans ce genre de plateforme, donc il va falloir le protéger. La partie Okta, Okta, c'est toute votre authentification, hein, Xavier en parlait. L'Okta CIC, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous devez protéger pour pouvoir le restaurer. Vous avez une plateforme qui donne accès à vos 10 000 utilisateurs pour pouvoir commander, je ne sais pas, du parfum sur votre site. Si cette plateforme aujourd'hui elle est corrompue, comment vous la restaurez? Combien de clients vous allez perdre qui vont aller acheter du parfum sur un autre site juste parce que bah, pour vous c'est trop long de recréer 10 000 utilisateurs avec tout ce qui va derrière. Bah, avec qui on va pouvoir le restaurer. Également tout ce qui est Podio, Redis. Donc aujourd'hui c'est des plateformes qui peuvent être intéressantes, surtout quand on commence à parler d'IA. Bah, Redis aujourd'hui c'est l'un des stockages les plus utilisés hein, autour de ça. Donc pas mal de choses chez IQ pour vous aider à avancer. Si on prend l'exemple d'un Atlassian, ben, vous allez pouvoir protéger votre environnement Jira Service Management. Il suffit de cliquer sur Configure, donner un nom à votre environnement, donc je vais l'appeler Jira Demo, spécifier un utilisateur et un mot de passe, le nom de l'organisation, et à partir de là, on n'a pas besoin de plus d'informations. Votre application SaaS va être classifiée dans un des protection sets côté IQ, donc un protection set, c'est un tenant, elle va apparaître ici, très simplement. Donc, j'ai mon Jira qui apparaît, j'en ai encore plein d'autres que j'ai ajoutés. Et donc, pour la protéger, ça va être plutôt simple, hein. Vous allez fournir un bucket qui va vous appartenir. Donc, c'est vous qui allez être le propriétaire du backup. Ce bucket, bien évidemment, il ne sera pas hébergé chez Atlassian, hein. Il sera hébergé chez vous, chez Amazon, chez Google, chez Azure. Donc, c'est vous qui fournissez un bucket S3, très simplement, chez Wasabi. Et ensuite, bah, vous allez créer des politiques de sauvegarde. Je reprends tout ce qu'on a dit hein, depuis tout à l'heure. Donc, vous allez créer des politiques de sauvegarde par rapport à votre besoin. Donc, moi, mon besoin, c'est d'avoir une sauvegarde une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Je vais créer ma politique. Je vais mettre ma règle de rétention par rapport à mon niveau de criticité. Je vais répondre au fait d'externaliser ma donnée par rapport au fait que c'est moi qui fournis mon bucket S3. Et puis, je vais même pouvoir avoir de la copie sur un deuxième bucket S3. Je vais pouvoir avoir de la rétention longue. Ça, c'est aussi quelque chose qui est souvent oublié, c'est que les plateformes ça, même quand on vous propose de la corbeille ou quelque chose, bah, au maximum, vous avez 15, 30 jours. Allez, je vais être généreux, 90 jours de rétention. Mais si vous avez besoin de garder de la donnée il y a 6 mois, 12 mois, il n'y en a aucun qui vous propose ça. Donc, il est important également de pouvoir avoir des règles de rétention longue que vous allez pouvoir régler par rapport à votre besoin et où vous allez pouvoir dire, bah, moi, je veux conserver mon backup pendant 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, selon mon besoin. Donc, vous créez votre politique, vous l'attachez à votre application, et ensuite, vous allez avoir vos capacités de restore très simplement. Donc, typiquement, si je veux restaurer de l'Octa, moi, je vais pouvoir dire, je prends mon point de restore, moi, je dis, mon Octa, je vais le restaurer sur la même ou sur une différente souscription, et puis ensuite, je vais pouvoir restaurer une organisation, un utilisateur, un groupe, une application, un set, une time zone. On parlait de Jira juste avant. Sur Jira, je ne suis pas un expert Jira, mais je vais pouvoir restaurer des choses en accord avec Jira. Donc, un projet, un schéma, un EPIC, une tâche, un attachement, un webbook. Ce qui va être intéressant également, c'est que toute action faite par IQ peut être tracée. Donc, ça va être tracé d'abord dans la partie tâche, mais ça va surtout être tracé dans la partie événement. Et du coup, on est capable d'envoyer ces informations vers un outil externe. Donc, moi, je suis capable d'envoyer des webbooks vers un outil de type, bah, encore une fois, vers du Jira, vers un CIEM, vers différents types d'outils. Et du coup, je vais tracer mes backups, mais je vais également tracer mes restaurations. Et demain, je suis capable de remonter depuis un outil externe
mon historique de tests de restauration que j'ai effectué. Je suis capable de montrer ça à un auditeur, de dire, bah voilà, premièrement, je peux vous le faire voir depuis mon outil de sauvegarde, que je fais bien des tests de restauration, mais en plus, ça, on le trace. Et le fait de pouvoir le tracer, c'est plutôt assez intéressant. On va pouvoir créer des rapports par rapport à IQ, des rapports de tout ce qu'on fait dans IQ. Je vais aller sur DevOps, j'ai plus d'exemples. Et donc, je vais pouvoir typiquement dire, bah, moi, je veux voir l'ensemble de mes backups que j'ai eus sur 24 heures. Bah, là, on va vous lister l'ensemble des backups sur 24 heures. On va pouvoir faire pas mal de choses comme ça. Encore une fois, le but, c'est d'avoir des traces de tout ce qu'on fait, faire les choses et prouver qu'on les fait, et le tracer. Ça, on va vous l'amener, et vous allez pouvoir avoir des accès sur cette plateforme en mode multi-tenant, multi-access. Vous allez pouvoir avoir des tenants pour chaque collaborateur par rapport à des familles d'applications. Vous allez pouvoir avoir différents niveaux de permission. Je peux être admin, je peux être backup opérateur, je peux être viewer, je peux être restore opérateur. Donc vraiment différents types d'accès par rapport à différentes populations, différents types de politiques par rapport à différents types de criticité, différentes targets par rapport à différents besoins pour stocker vos backups. Et ce qui va être le plus intéressant d'après mon point de vue, c'est que à la fin, euh, on est un peu dans le monde du Seigneur des Anneaux, quoi. C'est un anneau pour tous les gouverner. Bah là, vous avez un outil de backup pour sauvegarder vos différentes plateformes cloud et SaaS. On retombe un peu dans cet esprit qu'on a souvent entendu hein, quand on est dans le monde du on-premise. Moi, on-premise, j'aimerais bien n'avoir qu'un seul outil de backup pour backuper mon VMware et mon serveur physique. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'avoir deux outils de backup? Bah, dans la philosophie SaaS, nous, on va vous poser la même question. Pourquoi est-ce que vous aurez besoin d'un outil pour Atlassian, puis un autre pour Okta, puis un autre pour DocuSign, puis un autre pour ClickUp, puis un autre pour Amazon et un autre pour Google, alors que vous pouvez avoir tout ça dans un même outil et que cet outil, il peut même sauvegarder vos environnements on-premise, hein, et que cet outil va vous fournir du reporting, fournir tout ce dont vous avez besoin de façon simple, avec un minimum, entre guillemets, d'administration, de déploiement et autres. Donc c'est vraiment la philosophie d'IQ. C'est comme ça qu'on arrive à répondre à pas mal des questions autour de la sécurité qui sont actuellement soulevées sur des sujets DORA NIS 2. Alors, le backup ne répond pas à toutes les questions de DORA et de NIS 2, hein. C'est vraiment une partie. Et nous, on a focusé aujourd'hui la thématique autour de l'article 11 et 12. Mais n'empêche que on y répond. Aujourd'hui, DORA, donc la question, c'est toujours assez sensible. Donc oui, ça touche d'abord la finance. Ensuite, ça touche on va également avoir des choses autour des sociétés qui sont en rapport avec des sociétés de finance. Après, est-ce que quand la filiale est hors d'Europe ou est-ce que quand elle est en Europe, on est touché, on n'est pas touché? Je ne suis pas assez juriste pour définir Bah, où si tu s'arrête vends, la si, responsabilité de chacun. Je pense que si là, tes ça va clients, être si tu es suisse, par exemple, et tes clients sont français, c'est pareil, hein. Tu es concerné pareil, normalement, ouais. Bon, on rentre un peu dans les débats d'RGPD qu'on avait à un moment, quoi. C'était est-ce que si mon client est hors Europe, il est soumis à c'est ça, RGPD ou voilà, donc c'est un petit peu ça. Là, je pense qu'on va avoir des spécialistes qui vont monter dessus pour définir des limites bien exactes. sûr. Euh, N'empêche, c'est bien de se poser les questions maintenant, de se dire si demain je dois y répondre, comment j'y réponds. Parce que moi, je me suis toujours dit que j'étais épargné de ça, et puis on vient de m'annoncer suite à un audit que non, non, je ne suis pas épargné. Donc comment j'y réponds? Et ce qui est intéressant quand je parle d'audit, ces thématiques-là, nous, on la voit beaucoup avec Xavier depuis 2 ans déjà sur la partie hyperscaler, Google, Azure, AWS, où on a des clients qui viennent nous voir parce que suite à des audits, justement, ils se sont fait taper sur les doigts parce que le fait d'avoir du snapshot pour backuper une VM Google, ça a été considéré comme pas suffisant. Et donc, ils ont dû mettre en place une vraie solution de backup. Et aujourd'hui, on arrive à ça dans le monde du SaaS. On arrive à ça et nous, voilà comment est-ce qu'on peut apporter une solution par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est des solutions qui peuvent être testées. C'est des solutions où nous, on peut vous accompagner sur les tests. On peut vous accompagner également sur des déploiements. En plus de ça, on travaille également avec des partenaires spécialisés sur ces différents applicatifs. On a des partenaires spécialisés autour d'Atlassian, autour de Okta, si vous avez des questions au-delà du monde du backup, hein. Et on peut vous accompagner là-dessus. Voilà. Xavier, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose Non, pour je ma pense part. qu'effectivement, non, c'est très bien, Christophe. Je pense que c'était une bonne première vue. J'espère en tout cas que ça a répondu à vos attentes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Je crois que j'ai vu passer quelques questions. On va essayer de vous répondre par rapport à tout ça déjà. Comme le disait Christophe juste avant, ben, bien sûr, on peut parler avec vous de vos cas particuliers par rapport à vos applications SaaS, à faire des tests, mettre des mises en place, etc. Et bien vous rendre compte, faire les premières estimations, parce que des fois, on se pose la question. Alors, le raisonnement, et je vais en parler tout de suite, c'est que globalement, vu qu'on parle SaaS,
on va raisonner au user, en fait. C'est-à-dire que vous aurez peut-être 100 Jira, 200 Confluence, 70 Google Workspace, euh, 300 Office 365, 10 Miro, 30 Notions, et chacun, vous serez dans un modèle, en fait, individuel en fonction de chaque application, afin que bah, vous payiez toujours le juste prix par rapport à l'application que vous utilisez. Donc voilà, ça c'est le modèle qui a été choisi pour d'un point de vue licensing. Et si je fais un exemple simple, c'est que je prends souvent cet exemple-là, mais ça vous donnera tout de suite comme ça une vision, hein. C'est qu'on me dit ouais, mais malgré tout, ça reste un surcoût. Je dis oui, effectivement, c'est un peu comme l'exemple qu'on a pris tout à l'heure avec l'assurance dans le garage. Mais de quoi on parle en fait? Si j'ai 100 utilisateurs Jira dans mon entreprise, que j'estime que maintenant ça devient important de les protéger, euh, quels sont réellement les coûts par rapport à ça? Ben, on va raisonner que ça va coûter quoi? Allez, je vais dire une bêtise, peut-être entre 200 et 300 euros par mois pour sauvegarder son environnement Jira. Ouais, Est-ce le qu'une fait entreprise n'a d'avoir, pas 2000 euros à dépenser, se protéger et faire qu'à un moment donné, l'entreprise ne se retrouve pas bloquée, plus tous les risques qu'on a vus par rapport aux pénalités, aux engagements, par rapport aux nouvelles directives et règlements. Voilà, donc ça, je pense que c'est important. un bon exemple. Christophe, tu peux répondre, Ben, alors regardez. oui, répondre à la question. Donc, pour Dora, Ah comment oui, cela, c'est excuse-moi, aussi c'est pour des problème de son. prestataires qui sont. Bah, ça reprend un peu ce que je disais. Tout Donc, à fait. normalement, si vos prestataires sont dans le secteur financier haut, vous devez, vous, être soumis de façon indirecte à la régulation DORA. Après, pour les filiales hors de l'Europe, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste, comme je disais, pour me définir par rapport aux règles de ça. Euh, je pense que ça va dépendre de qu'est-ce que fait la filiale, où est la maison mère. Il va y avoir pas mal de choses comme ça qui vont jouer ça, très, très, très simplement. Très simplement. Mais Si vous êtes une société européenne, vous êtes tenu de le faire, hein, parce que c'est vos voilà, c'est filiales. ça. Voilà, tout simplement. Si c'est l'inverse et si vous êtes une des sociétés étrangères et que vous bossez pour des sociétés françaises, bah, vous êtes aussi tenu de respecter les règles Ouais, puisque vous allez délivrer des services aux entreprises qui sont dans la communauté européenne. C'est dans les grandes lignes ce que je remonterai. Après, effectivement, mais on vous partagera en fait des documents beaucoup plus précis par rapport à tout ça. Puis bien sûr, on vous partagera la présentation pour l'ensemble de la session d'aujourd'hui. voilà. Mais il faut commencer à se poser des questions, en tout cas, ça va arriver vite, parce qu'il y a les vacances, et puis ça va arriver très, très vite. Oui, oui, non, c'est des vrais sujets. On voit que ça accélère. On a de plus en plus de demandes, hein, et des RFP par rapport aux problématiques de SaaS aujourd'hui. Donc, on va pas se cacher, hein, c'est de plus en plus et ça arrive par des problématiques de Notion, de ClickUp, de Salesforce. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a je pense, une prise en considération du fait que malheureusement, on va dire qu'on a tous choisi des solutions SaaS, hein. Et IQ, on n'est pas exempt, hein. Je veux dire, on a du Slack, on a du Bamboo HR, on a du Salesforce. Et de la même façon, bah, on se doit de la même façon de se protéger. Je me souviens qu'il y a à peu près une bonne année, une année et demie, qu'on a lancé la première étude. Ben, globalement, ce qu'on nous a remonté, c'est que quand on a interrogé nous-mêmes nos éditeurs de SaaS, ben, ils nous ont dit la même chose qu'ils vous diront si vous les appelez, hein. C'est de votre responsabilité. Regardez ce que vous avez signé avec nous au niveau du share responsibility model. Voilà. Donc c'est assez important à gérer par rapport à ça. En tout cas, si on a fait le tour des questions, bah, écoutez, merci pour votre participation. On va vous partager l'ensemble des différents documents. Je vais stopper le partage déjà. Enfin, pardon, pas le partage, l'enregistrement. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et puis, on vous dit à très bientôt. Puis, on échange par email. Vous avez nos coordonnées.